Le moment le plus glaçant de ma vie n'a pas été marqué par des cris ou des larmes, mais par un sourire que je n'aurais jamais cru capable de porter. Devant moi se tenaient mes parents et ma sœur, unis, sûrs d'eux, brandissant des papiers qui, selon eux, prouvaient que la maison héritée de mes grands-parents ne m'appartenait déjà plus. Ils m'ont annoncé, presque avec soulagement, que je devais partir avant vendredi, comme si mon départ était une simple formalité. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'ils pouvaient l'entendre, mais je suis restée immobile, silencieuse, les regardant croire qu'ils avaient gagné. Ce qu'ils ignoraient, c'est que chaque seconde de ce face-à-face était exactement là où je voulais qu'il soit. À cet instant précis, j'ai compris que la trahison familiale pouvait être méthodique, froide, et que ma réponse serait encore plus silencieuse qu'ils ne l'imaginaient. Je me souviens parfaitement du moment où j'ai compris que quelque chose n'allait pas, même si personne n'avait encore prononcé un seul mot de trop. C'était une sensation diffuse, presque imperceptible, comme un courant d'air froid dans une maison pourtant familière. Ma famille était toujours là, physiquement présente, mais émotionnellement distante. Les conversations s'achevaient trop vite, les regards s'évitaient, et chaque silence semblait lourd de quelque chose que je n'arrivais pas encore à nommer. Je vivais dans cette maison héritée de mes grands-parents, un lieu chargé de souvenirs, et pourtant je sentais que l'atmosphère changeait, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Ma sœur, surtout, avait changé. Elle posait soudain des questions très précises sur la maison, sur les papiers, sur la valeur du terrain, sur ce que je comptais en faire à long terme. Au début, j'ai voulu croire à une simple curiosité, à un intérêt tardif pour le patrimoine familial. Mais son regard était trop insistant, son ton trop calculé. Elle souriait, mais ce sourire ne montait jamais jusqu'aux yeux. J'ai commencé à comprendre que ce qui m'appartenait légalement devenait, dans leur esprit, quelque chose à redistribuer sans moi. Mes parents, eux, jouaient la carte de la normalité. Ils venaient dîner, parlaient de banalités, évoquaient le passé avec nostalgie. Pourtant, ils évitaient soigneusement le sujet de la maison, comme si le silence était plus sûr que le mensonge. Et paradoxalement, ce silence me faisait plus peur que n'importe quelle accusation ouverte. Je savais qu'on ne complote pas dans le bruit, mais dans le calme, dans les non-dits, dans les décisions prises loin de la personne concernée. Je repensais souvent à mes grands-parents, à la manière dont ils m'avaient confié cette maison avec une confiance absolue. Ils m'avaient toujours dit que la famille pouvait être un refuge, mais aussi une épreuve. À l'époque, je n'avais pas compris le poids réel de ces mots. Aujourd'hui, ils résonnaient avec une clarté presque douloureuse. Je sentais que leur héritage n'était pas seulement matériel, mais aussi une responsabilité, celle de protéger ce qu'ils m'avaient laissé. Le jour où mes parents et ma sœur se sont présentés devant moi avec des documents, convaincus d'avoir déjà gagné, j'ai su que cette lente dégradation avait atteint son point culminant. Ils parlaient avec assurance, m'annonçant que la maison était désormais au nom de mon père et que je devais partir avant la fin de la semaine. Ils attendaient des larmes, des cris, une explosion émotionnelle. À leur grande surprise, je me suis contentée de sourire. Ce sourire n'était pas de la résignation, mais le début silencieux de ma réponse. Ce qu'ils ignoraient, c'est que je n'avais jamais été aussi lucide que dans ces moments de doute. Bien avant cette confrontation, mon instinct m'avait poussé à observer, à écouter, à analyser chaque détail. Un jour, par hasard, j'ai surpris une conversation téléphonique de ma sœur évoquant un transfert de propriété et des démarches déjà entamées. Mon cœur s'est serré, mais mon esprit est resté étrangement calme. J'ai compris que l'émotion serait mon ennemi et que seule la préparation me protégerait. J'ai alors pris une décision que je n'ai partagée avec personne. J'ai consulté un avocat spécialisé en droit successoral, non pas pour attaquer, mais pour sécuriser. Ensemble, nous avons mis en place une fiducie irrévocable, sans faille, sans possibilité de manipulation. La maison, les comptes liés à son entretien, tout a été placé sous cette protection juridique. J'ai désigné un fiduciaire indépendant, quelqu'un qui n'avait aucun lien affectif avec ma famille, afin d'éviter toute pression ou influence. Chaque document était rédigé avec une précision presque chirurgicale. Chaque clause était pensée pour résister au temps, aux mensonges et aux tentatives de fraude. Pendant que ma famille croyait agir dans l'ombre, je construisais un rempart invisible. Je continuais à sourire lors des repas, à écouter leurs projets, à jouer le rôle de la fille et de la sœur confiante.
Mais à l'intérieur, je me préparais à défendre ce qui m'appartenait sans éclat, sans menace. Ce choix du silence n'était pas de la faiblesse, c'était une stratégie. Je savais que les confrontations précoces ne feraient qu'accélérer leurs manœuvres. En restant calme et discrète, je leur laissais croire qu'ils avaient le contrôle, qu'ils avançaient sans obstacle. Cette illusion était essentielle car elle leur donnait la confiance nécessaire pour aller jusqu'au bout et ainsi se dévoiler pleinement. Plus le temps passait, plus je comprenais une vérité inconfortable. La trahison familiale est souvent la plus méthodique. Elle ne se manifeste pas par des cris, mais par des signatures, des rendez-vous, des démarches administratives. Et c'est précisément sur ce terrain que j'ai choisi de me battre. Pas avec des mots, mais avec la loi. Le jour où ils sont revenus, sur deux, avec des clés et même des camions pour emporter ce qu'ils considéraient déjà comme leur bien, j'étais prête. Je n'étais pas seule. Le fiduciaire, l'avocat et même un représentant des forces de l'ordre étaient présents, calmes, professionnels, silencieux. Ma famille ne s'attendait pas à cette scène. Ils pensaient entrer, changer les serrures et m'effacer de l'équation. Ma sœur a tenté d'utiliser les clés, convaincue que tout était réglé. C'est à ce moment précis que le fiduciaire a parlé d'une voix posée en présentant les documents de la fiducie irrévocable. Chaque mot tombait comme un coup près. Les actes qu'il brandissait étaient juridiquement nuls. Le transfert qu'il croyait avoir réussi n'avait aucune valeur. Le silence qui a suivi était plus éloquent que n'importe quelle dispute. L'avocat a ensuite exposé les conséquences potentielles de leurs actes. Tentative de fraude, abus de confiance, manipulation de documents. Ce n'était pas une menace, mais un constat juridique. J'ai vu leur visage changer, la certitude laisser place à la peur, puis à la honte. Pour la première fois, ils comprenaient que leur plan si soigneusement élaboré s'effondrait sous le poids de la loi. Je suis alors sortie de l'ombre. Je n'ai pas crié, je n'ai pas accusé. J'ai simplement affirmé que cette maison m'appartenait, légalement et moralement, et que je ne permettrais plus jamais qu'on décide à ma place. Mes mots étaient calmes mais définitifs. Ils ne pouvaient plus me nier ni me manipuler. Ce moment n'a pas été une victoire bruyante, c'était une fin nette, presque clinique. Ils sont repartis, sans cri, sans drame, mais profondément déstabilisés. Leur silence était la preuve ultime de leur échec. Lorsque tout a été terminé et que la maison est redevenue silencieuse, j'ai pris le temps de respirer. Je marchais lentement dans les pièces, touchant les murs, les meubles, comme pour m'assurer que tout était encore réel. Ce lieu n'était plus seulement un héritage, mais le symbole de ma capacité à me protéger, même face à ceux que j'aimais autrefois. Je n'ai pas cherché à me venger. J'aurais pu aller plus loin, engager des poursuites, exposer publiquement leur trahison. Mais j'ai compris que la véritable justice n'avait pas besoin de spectacle. Elle résidait dans le fait que mes droits avaient été respectés et que mes limites étaient enfin claires. J'ai changé les serrures, non pas par peur, mais par affirmation. Cette épreuve m'a appris que la patience peut être une arme puissante. Attendre, observer, se préparer, puis agir avec précision. Ce n'est pas toujours la confrontation directe qui apporte la paix, mais la certitude intérieure d'avoir fait ce qui était juste. Je pense encore parfois à ma famille, non pas avec colère, mais avec une lucidité nouvelle. La confiance brisée ne se répare pas facilement, et certaines distances sont nécessaires pour se préserver. J'ai accepté cette réalité sans amertume. Aujourd'hui, je vis dans cette maison avec une sérénité que je n'avais jamais connue auparavant. La justice que j'ai obtenue était discrète, presque invisible aux yeux des autres, mais pour moi, elle était totale. Cette histoire m'a appris que la trahison la plus douloureuse vient souvent de ceux que l'on croit connaître par cœur. Pourtant, elle m'a aussi montré que se préparer, se renseigner et agir avec intelligence peut transformer une situation de vulnérabilité en force. La loi, lorsqu'elle est utilisée avec justesse, peut devenir un bouclier puissant. J'ai compris que garder le silence ne signifie pas subir. Parfois, le silence est une stratégie, un espace où l'on construit sa défense loin du chaos. La vraie victoire n'est pas de faire tomber les autres, mais de se relever soi-même, intact, avec dignité. Si cette histoire vous a touché, si vous croyez vous aussi à la force de la patience, de la préparation et de la justice discrète, abonnez-vous à la chaîne. D'autres histoires vraies, chargées d'émotions et de leçons de vie, vous attendent ici. Ensemble, continuons à transformer les épreuves en puissance intérieure.